C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il répète sans cesse pour se rassurer « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. On est en 95 quand sort le film La haine, où 3 jeunes issus d'une banlieue désœuvrée comme celle-là racontent à la France une histoire d'amour fraternel sur fond de violences policières, de chômage et de colère. Un peu plus de 20 ans après, rien ne semble avoir changé. On ferme toujours les yeux. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Et on est en 2005 quand éclatent les révoltes des banlieues. C'est ici, à Clichy-sous-Bois, que tout a commencé. Un peu plus de 10 ans après, rien ne semble avoir changé depuis la mort de Zaïd Ebouna. Et il y a eu 2013. C'est à cette date que la psychologue Malika Mansouri publie « Révolte post-coloniale au cœur de l'Hexagone », un livre pionnier sur le plan méthodologique puisque Malika recourt à la clinique psychanalytique et à l'histoire pour proposer une analyse des révoltes de 2005. Il y est question de transmission transgénérationnelle. Malika met l'emphase sur le silence entretenu autour du passé colonial qui se télescope dans le présent de manière surprenante mais surtout inconsciente. Derrière la chute de cette jeunesse emprisonnée dans le cycle de la violence s'exprime ainsi l'héritage de traumatismes liés à une histoire méconnue et qui se transmet de génération en génération. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et pour atterrir en douceur, il faut savoir qui l'on est, d'où l'on vient, avant de savoir où l'on va. Comme le dit si bien Malika Mansouri, l'histoire doit s'écrire sans crainte d'y inscrire les pages douloureuses. Car la vérité, aussi terrible soit-elle, le sera beaucoup moins que ce long silence meurtrier. Interroger son histoire pour mieux se construire, pour en parler avec nous, Malika Mansouri. Malika, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à l'émission. C'est un honneur de te recevoir. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ton ouvrage qui a suscité une certaine émotion pour les raisons que l'on va évoquer ensemble. Ma première question, c'est finalement celle que tu as posée à ces jeunes ados révoltés que tu as rencontrés lors de tes entretiens. D'où vient cette colère ayant généré les révoltes de 2005? Comment les jeunes l'expliquent et quelles sont les causes et les manifestations de cette rage, un terme qui revient souvent dans les récits? Alors, ce qu'on peut dire de manière synthétique, c'est que de génération en génération, un traumatisme s'est inscrit et est porté par cette jeunesse. Ce qui passe de génération en génération, c'est un traumatisme qui est liée à une histoire collective qui a été mise au silence. Elle a été vécue par les aînés, cette histoire, mais elle est portée cryptiquement, on dirait, comme dans une crypte, sans qu'on n'en sache plus rien, par les descendants. Ces jeunes ont, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes que c'est quelque chose d'un savoir dont personne ne parle, et qu'eux-mêmes ne peuvent pas en dire grand-chose. Un savoir insu, mais qui continue de les agiter dans l'ici et maintenant. Ça continue de les agiter sans qu'ils n'en savent rien et surtout qui ne permet pas, ce savoir insu, qui ne permet pas aux autres de comprendre ce qui peut se passer dans leurs agirs ou dans ce qu'ils donnent à voir et à entendre dans l'actuel en réalité. C'est un petit peu comme si, au fond, cette histoire collective passée se maintenait au présent du fait du silence qui a été posé dessus. C'est comme si on taisait la réalité de cette histoire, mais que du coup, elle avait à se donner à voir et à entendre en passant par un autre chemin. Parce que ce qu'on met au silence, du côté des violences, qu'elles soient réelles ou symboliques, ce qu'on met au silence ne disparaît jamais. Quels que soient les efforts qu'on fasse pour le faire disparaître, ça ne disparaît pas. Ça s'inscrit dans la mémoire du corps, dans les émotions,
et ça ressurgit au décours des aléas du quotidien et des modes d'être en relation dans le monde contemporain. Ce savoir qui est à l'intérieur des personnes, ce savoir insu, il est comme vécu comme, puisqu'il ne trouve pas ce que j'appelle l'ancrage symbolique dans la réalité sociale. C'est-à-dire que puisqu'on n'en parle jamais, puisque ça n'existe pas pour les autres, c'est vécu comme si, en fait, il y avait une parole de maître qui viendrait dire ce que tu sais, ce qui a été vécu, n'a pas été vécu. Ce que tu sais, ça n'existe pas. Ça veut dire que, au-delà du déni de l'histoire, au-delà des effets dans le social, il y a une dimension plus individuelle pour les personnes qui portent cet héritage, qui est de ressentir ce silence comme si on rayait de manière autoritariste la réalité des éprouvés intérieurs. C'est-à-dire ce qui a été vécu n'a pas été vécu, donc ce que tu éprouves, ça n'existe pas. Et c'est ça qui peut engendrer la violence, la colère. C'est une situation folle et si ça ne rend pas les gens fous, ça suscite en tout cas par moments l'expression qui est une pulsion de vie, c'est plutôt favorable, de la colère ou de la rage, notamment dans le temps de l'adolescence, puisque c'est un temps particulier qui questionne l'histoire de la filiation. C'est ce qui est frappant dans les témoignages de ces ados révoltés, c'est la récurrence d'un champ lexical, c'est la répétition d'expériences qui renvoient à la période coloniale. Et vous en arrivez justement à la conclusion que ce passé se télescope dans le présent. J'aimerais que vous partagiez avec nous des récits qui révèlent justement ce lien entre le colonial et le post-colonial. Je vais vous en donner un qui est tout à fait explicite et qui m'a à la fois fait rire et beaucoup touché. C'est notamment par rapport à ce qu'il en est du rapport aux policiers. C'est-à-dire qu'il y a un rapport tout à fait ambigu au corps policier qui est vécu par la jeunesse des quartiers, entre guillemets quartiers, comme une armée d'occupation, véritablement. Comme une armée d'occupation et les contrôles récurrents, vécus comme discriminatoires, ils le sont de toute façon, discriminatoires et parfois violents, ça c'est vécu par la jeunesse comme quelque chose d'un racisme structurel qui serait né, c'est l'expérience en fait de la loi, tout à fait arbitraire et nourrie d'un racisme structurel qui viendrait de la colonie. C'est comme ça qu'un jour, lors de cette recherche, un jeune qui évoque le colonial et à qui je demande de me dire ce qu'il entend par le mot colonisation, réfléchit un peu et puis me dit « je ne sais pas très bien comment traduire ça ». Et il me dit « ah si, voilà, voilà ». En fait, c'est comme si, voilà, c'est comme ça qu'il dit. Il dit « c'est comme si la cité c'était l'Algérie, les flics c'est la France, ils veulent rentrer dans la cité et en fait les jeunes ils ne veulent pas donc c'est la guerre ». Voilà ce que c'est que la colonisation. Et là, on voit bien comment, finalement, il y a un choc entre ce qui est du passé et du présent. Le passé ne s'explique pas pour lui-même. Le présent se lie à travers le passé. Et du coup, le passé s'appuie sur le présent aussi pour pouvoir prendre sens. Et comment cette jeunesse, justement, qui n'a pas connu la colonisation, en vient à s'approprier un passé chargé d'injustice et à en supporter les séquelles au présent? Ils ne se l'approprient pas, c'est leur histoire, ça leur appartient. Parce que ceux qui héritent de cette histoire, eux, ils savent que c'est vrai, que ça existe, mais ils ne trouvent personne pour la valider. Vous savez, quelqu'un qui a subi un traumatisme, ça vaut pour toutes les histoires, individuelles ou collectives. Quelqu'un qui a subi un traumatisme a besoin de s'entendre dire, de s'entendre reconnu dans son statut de victime. Là, pour le coup, cette jeunesse n'est pas, par rapport à l'histoire, celle qui a vécu les violences. Mais en héritant des émotions liées à cette violence, dans la filiation qui est la leur, ils portent comme la leur la violence du passé. Et du coup, le moindre événement dans la réalité qui est la leur vient donner sens à ces éprouvés parce qu'ils n'en avaient pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de mécanique pour cet héritage, c'est que ceux qui ont vécu l'événement,
s'ils n'ont pas pu l'élaborer, comme on l'appelle dans mon jargon de professionnel, c'est-à-dire s'ils n'ont pas pu trouver d'espace pour mettre des mots dessus, leur vécu, ça reste là. Ça reste là. Et ça vaut pour tout type de traumatisme. Là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Une fois le colonial terminé, on a décidé que les choses étaient terminées. C'est fini. On passe à autre chose. Sauf que dans la tête des gens, ça ne s'arrête pas. Ça se poursuit. Les blessures de l'époque restent là. Comment ça se transmet? C'est ça qui est compliqué en fait. Comment c'est possible que ce statut de victime soit encore éprouvé, ce statut de dominé, soit encore éprouvé à la deuxième, à la troisième génération. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principe de base, et ça c'est universel, c'est qu'un bébé dans les bras de sa maman, lui, va faire l'éponge. Il va nécessairement aspirer tout ce qu'il va y avoir d'émotions, de sensations, de traumatismes, de paroles dites ou non dites. Tout ce qui traverse émotionnellement son parent, il va l'aspirer. Et il va en faire quelque chose qui lui appartient à lui, surtout quand à la première génération des mots n'ont pas pu être posés et que du coup du sens n'a pas pu être donné à cet enfant. Et ça c'est en intrafamilial pour le coup déjà. Du sens n'a pas pu être donné à cet enfant sur ce qu'on lui transmet comme émotion. En premier lieu, on parle beaucoup de l'humiliation des pères, etc. Mais le vécu des mères, on en parle beaucoup moins. Ce qui se passe dans les mères, ce que les mères portent en elles, des souffrances du passé. Et il y a eu beaucoup de choses dont on ne parle pas. Vous savez, le viol par exemple, c'est une arme de guerre. Ça, on le connaît partout, on en parle peu pour l'Algérie. Il y a eu beaucoup de ça en Algérie à cette époque-là. Alors, il y a mille et une façons d'avoir été malmenés par cette histoire, et ces parents qui portent ça, qui n'ont pas pu l'élaborer et qui le transmettent émotionnellement à leur enfant, eh bien, ils en font l'héritier de ça. Donc c'est en eux, hein, même s'il n'y a pas de sens pour eux à leurs éprouvés, ils en savent quelque chose. Et puis il y a des bribes d'histoire, même si dans les familles on ne raconte pas l'histoire, des bribes de mots d'histoire, auxquels ils se raccrochent et ils vont relier à la réalité présente, ils vont attraper des mots, des situations qui vont permettre de donner, de faire récit et de donner sens à leurs éprouvés. Mais ils sont les héritiers de ça. Et ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on a vécu un traumatisme à la première génération, collectif ou pas, à la limite ça c'est universel aussi. Hein. Quand on a vécu un traumatisme, c'est souvent de l'ordre de l'indicible. Celui qui l'a vécu ne trouve pas les mots pour dire. Donc ça reste là, hein, et c'est chargé d'émotions. Et ça passe comme ça à la génération suivante, à l'enfant, qui lui finalement, quand il va le transmettre lui-même, va transmettre non pas quelque chose de l'ordre de l'indicible, mais quelque chose de l'ordre de l'impensable, puisqu'il n'y a plus d'image, il n'y a plus de représentation de la chose. Mais par contre, la chose, elle existe en soi et elle va ressurgir au décours d'événements comme par exemple lors de la mort de Ziad Ebouna. Cette mort, ces morts, pour eux, ne sont pas des morts uniques. Elles se répètent pour eux dans les quartiers et elles réfèrent à tous les morts, hein, tous les morts du passé. En l'occurrence, dans cette recherche, par exemple, plusieurs des jeunes que j'ai rencontrés avaient un grand-père ou quelqu'un de leur filiation qui était décédé. Durant la guerre d'Algérie, par exemple. Ça n'avait jamais été parlé pour certains. L'un d'entre eux l'a découvert au décours de notre entretien. Je rappelle quand même que les jeunes que vous avez rencontrés dans le cadre de ces entretiens sont de filiation algérienne, âgés entre 18 et 25 ans. Et j'aimerais savoir si les conclusions que vous tirez finalement de ces entretiens pourraient être exactement les mêmes avec des jeunes, d'enfants d'ex-colonisés, mais d'origines différentes. Et également la même question, tout à l'heure vous parlez des mamans qu'on oublie un petit peu, de ces jeunes filles qui, si elles n'ont pas pris part aux révoltes, les ont soutenues. Est-ce que ces conclusions-là aussi pourraient être les mêmes avec les jeunes filles? Avec ces jeunes filles, ouais. Alors, ce que j'ai fait pour cette étude, c'est que je pense quand même qu'il est important de considérer les spécificités de chaque histoire. En principe, on considère au cas par cas un sujet après un sujet. Je m'attaque déjà à un phénomène collectif et c'est compliqué pour les psys de poser ces questions de cette manière-là. Ça ne peut pas être autrement. Je pense que, et là c'est un message, que les psychanalystes devraient se mobiliser davantage sur ces questions collectives et les effets subjectifs et les conséquences psychiques
que ça peut avoir sur notre jeunesse de France. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que du coup, en m'attaquant à un phénomène collectif, j'ai voulu quand même un peu faire l'entonnoir et considérer chaque histoire collective de manière singulière. Là, j'ai traité de celle que je connaissais le mieux, puisque je suis, moi, de filiation algérienne, donc l'Algérie. Maintenant, si on regarde le phénomène des émeutes, entre guillemets émeutes, de révolte de 2005, telles qu'elles ont été structurées, une étude intéressante, qui est une étude sociologique, a mis en évidence qu'il y avait près de 55% de la jeunesse qui était d'origine maghrébine, française mais d'origine maghrébine, et plus de 25% française mais d'Afrique subsaharienne. Donc, ce dont il s'agirait, selon moi, c'est de poursuivre cette analyse en s'intéressant à l'histoire du Sénégal, du Mali, etc. et de rencontrer la jeunesse qui réfère à cette histoire, les descendants de cette histoire. Ce que je sais quand même, pour ce qui me concerne, c'est que ceux que je rencontre et qui entendent les récits et qui entendent les conclusions de cette étude sont extrêmement touchés, même s'ils ne sont pas de filiation algérienne, sont profondément touchés par l'analyse et le résultat de cette étude. Donc je pense effectivement qu'ils sont tout aussi concernés. Reste à favoriser quand même de nouvelles études qui permettraient de le valider. D'accord. Pour ce qui est des jeunes filles, la position est très différente aussi. C'est très différent parce que l'histoire même n'a pas considéré les jeunes filles comme elle a considéré les jeunes hommes. Pendant l'histoire de l'Algérie, on voit comment finalement les hommes et les femmes étaient quelque peu séparés dans la représentation qu'on en avait. Et dans l'après, le post-colonial, c'est la même chose. On vit, d'ailleurs, ce que disent ces jeunes hommes que j'ai rencontrés, c'est que leur identité singulière n'est pas repérée, identifiée, qu'ils sont amalgamés à un grand tout. Une espèce de corps d'exception, pour reprendre une expression que j'aime beaucoup, où il serait une petite part d'un grand tout effrayant et dangereux. Ça, c'est pour les garçons. Les jeunes filles, elles sont dans les représentations plutôt perçues comme de pauvres jeunes filles, soumises au diktat du père, de l'islam, de leurs grands frères, etc. Opprimées. Et donc opprimées, à défendre. Donc les représentations n'étant pas les mêmes, le rapport n'étant pas le même, la posture n'est pas non plus la même. Mais ces jeunes filles, elles, se posent toujours, en tout cas, à toutes les jeunes filles que j'ai rencontrées moi, se posent toujours, en tout cas, en affiliation avec leurs frères et avec leur père, avec l'idée qu'il ne faut pas trahir. Elles ont plus de facilité à s'inscrire, parce qu'on ne les vivrait pas de la même manière, socialement, je veux dire, s'inscrire socialement, mais en même temps, elles s'opposent. Tout en avançant et en s'inscrivant socialement, elles s'opposent au déterminisme, entre guillemets, qui régenterait la vie de leurs frères, de leur père, etc. Voilà. Donc elles se battent d'une autre manière en soutenant, en tout cas, les garçons. Les filles ne meurent pas autant dans les quartiers que les garçons, par exemple. Et elles ont d'autres combats à mener, peut-être. Mais là encore, il serait intéressant de leur donner la parole sur cette question. Prochain livre? Oui. Super. Tu faisais référence tout à l'heure à une étude sociologique. Et d'ailleurs, le rapport entre le colonial et le post-colonial a beaucoup été étudié par les sociologues, mais très peu, voire pas du tout, en psychologie clinique. Là où eux dénoncent une absence de discontinuité et de rupture entre ces deux périodes, vous, les psychologues, toi en particulier dans le livre, tu t'intéresses au silence et au non-dit qui impactent la constitution individuelle des descendants des ex-colonisés et qui les privent d'une identité apaisée. Est-ce que tu peux revenir sur ces silences, nous dire qui les entretient et pourquoi il est si difficile de transmettre la mémoire coloniale à travers les générations? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Déjà, il y a un premier niveau fondamental qui est cette question du déni. C'est-à-dire comment se penser quand on est une société
qui se revendique des Lumières, d'avoir créé la beauté, l'égalité, la fraternité, la liberté pour tout le monde, l'école pour tous, etc. Toutes ces beautés que le monde envie à la France, comment se penser comme ayant pu à la fois concevoir de telles valeurs et ne pas les avoir mises en application pour tous. Parce que pendant que certains profitaient de cela, dans les colonies, ça n'était pas appliqué. C'est difficile de regarder en face ce qui a été la réalité de ce qu'on a fait endurer à une partie de la population. Ça, c'est le premier point. Et la chose particulière, c'est que le déni engendre le déni. C'est-à-dire qu'il y a ce silence donc, de l'État, hein, il y a ce silence social, politique, mais sous forme de déni, ça vient impacter les individus. Ça veut dire que les gens qui sont pris par ce déni, dans le collectif, vont eux-mêmes produire du déni. C'est comme ça qu'on a aussi du silence dans les familles. C'est-à-dire que ce silence va se jouer à l'échelle individuelle de la même manière. Ça, c'est la première dimension. C'est difficile, donc on fait comme si ça n'existait pas. Et ça n'existe plus. C'est pas « je ne veux plus y penser », c'est « je n'y pense plus ». Alors ce n'est pas pour tout le monde, ça. Il y a du déni, parfois de la dénégation. En tout cas, il s'agit de mettre un chapeau sur les horreurs du passé et de décider qu'aujourd'hui, tout le monde va être beau et gentil. Ça ne marche pas comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une deuxième dimension, pour ceux qui sont encore dans la conscience de la chose et qui font des tentatives, quand même, il y a quelques tentatives, de permettre une symbolisation de ce qui a été des violences et donc qui reste à l'état, moi j'appelle ça, c'est un traumatisme colonial, hein, clairement. Ça ne concerne pas que les descendants de colonisés, ce traumatisme. Ce traumatisme, il s'insinue dans tous les interstices, même de nos institutions. Et on le voit, ça concerne par exemple aussi bien les descendants de ceux que l'on appelle les harkis, ça concerne tout aussi bien les appelés de la guerre d'Algérie, dont les enfants encore aujourd'hui peuvent dire « mais je ne sais pas ce qu'a vécu mon père pendant cette guerre d'Algérie ». Jamais il ne parle. Qu'est-ce qu'on lui a fait faire? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce possible d'en dire quelque chose? Donc des silences s'insinuent dans toutes les familles, de toutes, quelle que soit finalement la part, la participation de quelque bord qu'on soit de cette histoire, des silences se sont inscrits et ça vaut aussi pour ceux qu'on appelle les pieds noirs, etc., etc. Mais du coup, qu'est-ce que ça produit, ça, justement? La répétition des schémas. Chacun reste seul avec sa souffrance, chacun revendique un droit à dire, à penser, à être reconnu. Et du coup, les postures restent toujours en confrontation les uns face aux autres. Les historiens disent guerre des mémoires, par exemple. Au-delà de la guerre des mémoires, je dirais c'est plutôt une guerre des souffrances, parce que chacun a... Il n'y a pas une souffrance qui vaut plus qu'une autre. Il y a des souffrances et ces souffrances s'expriment dans le silence et dans la non-reconnaissance, chacun de son côté se perpétue. On le voit avec le film Indigène lorsqu'il est paru par exemple. Quand des descendants de colonisés veulent en dire quelque chose de cette réalité historique qui passe par les émotions pour eux, hein, et qu'ils essayent d'en faire quelque chose, pour en dire quelque chose pour leurs parents, pour réparer quelque chose pour eux-mêmes, pour participer de la réalité de l'histoire de France. Des mouvements, ce sont manifestations, c'est organisé pour dire « faites interdire ce film ». C'est mensonger, c'est etc. Parce que d'un côté et de l'autre, ce n'est pas la même façon de se raconter l'histoire. Aujourd'hui, des historiens essayent de travailler main dans la main, de part et d'autre de la Méditerranée, pour essayer de construire une histoire commune, mais c'est extrêmement compliqué. Ce que l'on comprend, Malika, c'est que ces silences enchaînent les descendants donc des ex-colonisés au passé traumatique de leurs parents et de leurs grands-parents. Oui. Tu nous as expliqué tout à l'heure comment ces cicatrices de l'âme se transmettent de génération en génération. Maintenant, la question, c'est de savoir comment la révélation d'une histoire méconnue peut libérer toute une génération de ces traumatismes et les aider à se reconstruire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que faire silence, taire cette histoire, c'est taire la perception de leur réalité historique à ces enfants. Donc, en dire enfin quelque chose,
au-delà du fait qu'il prendrait connaissance de la réalité de l'histoire et que ce ne serait plus du côté uniquement du fantasme, de ce qui a été, puisque enfin du sens pourrait être donné aux perceptions, il y a surtout une reconnaissance qui se ferait. C'est ça la symbolisation, c'est-à-dire que c'est dire enfin ce qu'il en est de leur réalité historique à eux, c'est leur dire oui, ce que vous éprouvez est une réalité. Vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même, vous n'êtes pas dans la victimisation. Vous avez un vrai savoir et ce savoir, nous le reconnaissons. Hein. Nous avons fait mal, nous reconnaissons avoir fait mal. Maintenant, on va peut-être enfin pouvoir ensemble soulager les blessures. Voilà, c'est ça. Ça passe par la reconnaissance. On l'entend d'ailleurs dans le discours des jeunes. Hein. Ce manque de reconnaissance. Ce manque de reconnaissance est-il uniquement nourri de ce qui se passe aujourd'hui? Reconnaître la vérité émotionnelle de l'autre, ce qu'il porte en lui et qui lui fait mal. Et je dirais même qu'on est dans l'urgence à dire enfin, à se dire, hein, et à construire ensemble un récit national qui ne soit pas seulement un récit gaulois, j'ai envie de dire, hein, mais un récit qui compte avec les empires que la France a construits et de ces empires, elle a donné naissance à ses enfants. Et ces enfants aujourd'hui demandent une reconnaissance en paternité en quelque sorte. Hein. Voilà, donc c'est bien, c'est au-delà de dire l'histoire. C'est si je suis ton enfant, je dois porter enfin mon nom. Il faut que ça se soit reconnu. Des paroles qui symbolisent la réalité du vécu de ces enfants, d'autant que, je le disais, c'est porté en héritage de manière cryptique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme des fantômes errants, c'est tous les morts du passé. Et chaque mort nouveau dans les quartiers va venir réactiver tous les morts du passé. Hein? Et ça, on peut bien rajouter de la violence à la violence, parce que les mots qui ne viennent pas dire quelque chose pour soulager, justement, redoublent la violence de cet héritage. Des paroles comme par exemple enfant de migrants, français d'origine étrangère. C'est complètement fou. Ça veut dire qu'il est français mais qu'il est étranger. On crée du paradoxe. C'est une situation de folie qui ne peut pas favoriser une jeunesse qui se développerait de manière apaisée dans un contexte où on voudrait un vivre ensemble apaisé. Je dis toujours, pour questionner le vivre ensemble d'aujourd'hui, par exemple, il s'agirait d'abord de penser ensemble le vivre ensemble d'hier. Malika, on a choisi dans cette émission la métaphore de la chute pour décrire ces jeunes adultes issus de l'immigration post-coloniale qui n'a pas de prise sur leur existence, une existence pavée d'injustice, comme on l'a dit tout à l'heure, et auxquelles ils répondent de manière plus ou moins conscientisée, qu'il s'agisse d'une marche ou bien d'une révolte ou encore la constitution d'un collectif, s'exprime le besoin d'affirmation de soi, le désir de reconnaissance et également la revendication d'une égalité de droit. Sauf qu'on marche pour l'égalité et la dignité depuis 1926, on se révolte dans les banlieues depuis la fin des années 70 et peu d'évolutions sont notables. Finalement, les luttes d'aujourd'hui ne sont que le prolongement des luttes qui ont été menées par leurs parents et leurs grands-parents. On s'inscrit toujours dans ces mêmes schémas, on est toujours dans la chute. Comment, Malika, sortons de cette spirale? Comment rompre avec cette histoire répétitive? Alors, pour répondre à cette question, en fait, on peut faire un lien avec la question précédente d'emblée. Pour sortir de cette spirale, il faudrait qu'il y ait des positions radicales qui lâchent. Le déni, c'est quelque chose de radical. Hein. Ça dit non de manière autoritaire. Hein. Ça dit non, ça n'existe pas, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu ressens, ça n'existe pas. Et c'est ça qui doit changer. Hein. Oui. Sinon, effectivement, à un moment donné, la chute peut être très brutale, mais on ne sait pas sur qui ça peut faire mal. Sur quoi on tombe quand on chute? Sur quoi on tombe? Je dis radical sciemment.
Pourquoi? Parce qu'au fond, les radicalités sont toujours des co-constructions. Il n'y a pas quelqu'un qui serait radicalisé, par exemple, et puis dans un système social où il n'y a aucune radicalité. Ce qui est radical d'un sens finit par donner de la radicalité en face. On est là dans une chute, et la chute en général, on pourrait imaginer qu'elle soit que pour ceux qui souffrent de porter l'héritage. Je le disais tout à l'heure, cet héritage il est collectif. Cet héritage, s'il est manifesté, agi par ceux qui en souffrent en premier lieu, c'est-à-dire les descendants de colonisés, néanmoins, ils sont les enfants de cette société et la chute aura des impacts et a déjà des impacts chez tout le monde. Je pense notamment à 2015. On a souvent désigné, là on n'est plus dans le bouquin, mais dans la continuité, on a souvent désigné ces enfants, beaucoup, refusant dans les écoles de dire par exemple « je suis Charlie », etc. Mais cette année-là, dans les quartiers, et notamment à Clichy, ce que l'on voyait s'afficher, collé par des jeunes, c'était « moi, je suis Zied Ebouna ». Où sont les radicalités? Qu'est-ce qui est radical? Je laisse ça sous forme de question, si tu me permets, Nadia, parce qu'au fond, c'est la question. Pour cette dernière question, Malika, on va parler de solutions. Et c'est des solutions que tu nous as données tout le long d'ailleurs de cet entretien. Pour libérer les descendants des ex-colonisés de ce conflit intérieur qui les empêche de construire une identité apaisée, tu préconises de briser le silence autour du passé de leurs aïeux, mais également de créer des espaces de métaphorisation. J'aimerais que tu nous expliques en quoi consistent ces espaces de métaphorisation et aussi, je terminerai sur ce point, on apprend dans ton ouvrage que la rage n'est que l'expression d'un narcissisme blessé. Finalement, est-ce que la solution ne réside pas dans l'amour? L'amour des parents, l'amour des amis, l'amour des institutions pour mieux réparer l'estime de soi ébranlée et pour mieux se reconstruire? C'est une jeunesse blessée, effectivement. Ce qui est touché, c'est l'identité et le narcissisme, effectivement. Que tout est lié à une histoire d'amour ou de désamour, c'est exactement cela. Il y a un énorme problème. Comment on fait quand il y a un appel à l'aide ou quand il y a un appel à l'amour et qu'en réponse, il n'y a que du vide? Ou bien des réponses qui agissent comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui viennent rayer une partie de la réalité intime, intérieure de cette jeunesse. Au fond, tout est une relation d'amour et de haine, mais qui n'est pas seulement du côté de ces enfants. Voilà. Alors on peut l'apercevoir dans les discours, chez les professionnels, etc., amour-haine, mais c'est à penser aussi à l'échelle plus collective. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Déjà, il faudrait savoir, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Moi, la définition que j'aime bien de l'amour, je passe par la fin pour arriver à la métaphorisation après. Ce que j'aime comme définition de l'amour, elle n'est pas très romantique, ma définition de l'amour. La définition de l'amour, à moi, c'est qu'au fond, l'amour, ce n'est rien d'autre que deux inconscients qui ont des choses à se raconter. Ça, c'est pour l'amour amoureux, par exemple. Deux inconscients qui ont des choses à se raconter, mais alors, qui est en face de ces enfants? Et qu'est-ce que ces enfants ont à raconter à l'autre? Est-ce que l'autre lui raconte à ses enfants? Qu'est-ce qu'il y a dans cet échange? Qu'est-ce que cet amour? Qu'est-ce que ces inconscients ont à se raconter qu'ils ne se racontent pas? Donc d'abord, commencer par se raconter les choses qui nécessairement sont au cœur de la relation, des relations, et qui fabriquent le mode d'être en relation aujourd'hui. Les espaces de métaphorisation, c'est pour ça que je l'ai pris à l'envers, ça sert à ça, à se raconter, à dire. Les espaces de métaphorisation, ce sont des espaces où, au lieu d'apporter un thème, comme à l'école par exemple, c'est l'enseignant qui va enseigner, normal, c'est sa fonction. Dans d'autres lieux, on va parfois dire bah, tiens, on va travailler autour de telle activité, autour de telle thématique. Là, non. L'espace de métaphorisation, c'est de dire ok, on va parler des choses qui fâchent, on va parler de ce que vous voulez. De quoi voulez-vous parler? De la police? Parlons de la police, et en toute liberté. Dire, c'est pouvoir dépasser ce qui est.
Et un espace de métaphorisation, c'est ça. Ces espaces de métaphorisation qui ont manqué à la génération des parents, qu'on a laissés avec leur traumatisme. Et ces parents ont fait des enfants et ces traumatismes se sont transmis. Donc, les espaces d'élaboration, de métaphorisation n'ayant pas été donnés possibles du fait du déni à l'époque de ceux qui ont vécu les traumatismes, tenter de le mettre en place aujourd'hui, au fond, c'est un espace thérapeutique. C'est un petit peu ce que vous faites là, Nadia. Ce que tu fais, Nadia. Pardon. J'allais te faire la même remarque à travers ton livre. C'est un espace de métaphorisation. Exactement, exactement. Mais alors à mettre en place, à démultiplier dans tous les champs, dans tous les secteurs. Et pourquoi pas à l'école, hein, des espaces où à un moment donné, ce n'est pas seulement la transmission d'un savoir pédagogique qui soit inscrit, balisé, etc., mais une ouverture sur la singularité de chacun, avec la perception de chacun, qui puisse s'exprimer et qu'on puisse ensemble tenter de mettre du sens sur ce qui s'énonce, co-construire ensemble la réalité d'aujourd'hui par rapport à la réalité intime de chacun. Voilà. C'est un espace de soin en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça pour dire que tu t'inscris d'ailleurs dans cette démarche de création d'espaces de métaphorisation ici à Clichy-sous-Bois. Alors moi je voudrais mettre à l'honneur Olivia quand même, la belle Olivia qui est assistante sociale et qui fait ça elle quotidiennement dans ce secteur et qui m'a permis de participer un petit peu. Donc oui, avec d'autres, Yazid Kerfi de l'association Médiation Nomade et surtout les plus grands des jeunes du quartier qui se mobilisent à travers l'association Mermoz pour faire des choses avec les jeunes. Alors ils avaient proposé, de passer un petit film une fois par mois, on regarde ensemble le film et après le film on parle en toute liberté des éprouvés de ce qui se passe pour chacun et du coup d'élargir au quartier, à la société, au monde, à la politique, à la géopolitique et en toute liberté. Voilà. Ça fait grandir, ça renarcissise et ça permet d'exister en tant que soi, individuellement, dans ce moment de l'échange. Et là, on sort de l'amalgame, on sort du magma des jeunes de banlieue dans lequel ils sont enfermés, où la singularité n'existe plus. On sort du magma des jeunes de banlieue, des enfants de migrants, des Français d'origine étrangère. On est tel nommé, avec une parole en propre et singulière. Et là, on peut un peu, petit à petit, sortir de ce qui nous enferme et de ces attaches aliénantes au passé qui empêchent une construction en devenir libre. Merci Malika. Je ne peux rien ajouter, je voudrais qu'on reste vraiment sur ce dernier message. Merci à toi. Il y a de l'espoir. Oui, oui. Il y a de l'espoir. Oui. Ça prend du temps, effectivement, malheureusement, mais voilà, grâce à ton travail, à celui aussi des travailleurs sociaux que tu as cités, on arrive à avancer et on espère qu'on ira de plus en plus vite dans les années à venir. Grâce à toi aussi, Nadia, oui, à cette émission. Merci Malika, merci. Vraiment c'est un plaisir de te recevoir. On va rester sur cette touche d'espoir. Merci aussi à tous les travailleurs sociaux que tu as cités juste avant. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette émission. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil dans ces travaux. Le livre, je le rappelle, c'est Révolte post-coloniale au cœur de l'Hexagone. On retrouve tout de suite Nassima et Soussaba pour parler d'innovation sociale, de culture et de tendance. Comme convenu, on retrouve nos chroniqueuses pour parler innovation sociale, foodies, tendance. On va partager avec vous des bons plans. Et aujourd'hui, on va commencer avec Soussaba. Soussaba, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. Où est-ce que tu nous emmènes, Soussaba? Alors moi, je vous emmène à l'expo Human. Human, alors du coup, je ne sais pas si vous connaissez le photographe et réalisateur Yann Arthus Bertrand. Bien sûr que oui, voilà. Algérie vue du ciel. Exactement. Donc en fait, cette expo, elle a été inspirée du film Human. Et en fait, vous allez voir dans le cadre de cette expo qu'il y a environ 2000 personnes qui ont été interviewées par ce réalisateur dans plus de 60 pays et en plus de 63 langues différentes. C'est hyper intéressant parce que ça met vraiment en avant l'humanité. Donc il leur pose des questions existentielles pour mettre en avant justement cette humanité sur qu'est-ce que la liberté, est-ce qu'ils se sentent libres, etc.
Voilà, donc c'est génial et je vous invite vraiment à y aller. Super. Enfin, généralement, après une exposition, on a envie un petit peu de manger, hein, comme toujours. Oui. Oui. Est-ce que tu as une bonne adresse à nous proposer? Alors j'ai un super restaurant que j'ai découvert justement il y a quelques jours qui s'appelle Le Cocorico. Donc c'est un restaurant lounge gastronomie africaine et il est basé à Clignancourt et franchement on y mange vraiment très bien. C'est très calme. Donc moi j'ai pris par exemple un foufou et c'est foufou sauce graine. Donc ça c'est un plat typiquement ivoirien et je me suis vraiment sentie en Côte d'Ivoire. J'avais l'impression que j'y étais. Et donc je vous invite vraiment à y aller. Il y a des formules du dimanche au jeudi qui vont de 23 à 29 euros. Et on peut découvrir des plats donc, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou du Sénégal. Donc c'est super sympa. Voilà. C'est super. Ben, Nassima, tu dois être très contente. Oui. Pas de problème avec le gluten dans cette cuisine. Voilà. C'est parfait. Merci Soussaba. Merci à toi. Je te donne la parole, Nassima. Alors moi, je vais rester dans la cuisine. Voilà, pour l'innovation sociale. Je vais vous parler d'une initiative qui a été créée par Louis et Sébastien, deux amis qui ont l'habitude de voyager et qui ont été invités à un repas de fin d'année au centre d'accueil et d'hébergement France Terre d'Asile à Saint-Denis et ils ont été très surpris par la richesse de ce qu'ils ont mangé. Et là, c'est le déclic et ils créent les cuistots migrateurs. Alors, qu'est-ce que les cuistots migrateurs? Ben, c'est un traiteur solidaire. Leur objectif, c'était d'aider vraiment les réfugiés à trouver un travail stable, parce qu'ils se sont aperçus que même s'ils étaient très qualifiés, et ben, finalement, ils avaient du mal à trouver un travail, donc l'aspect administratif est assez difficile. Donc l'idée, voilà, c'était de leur donner des CDD, et en même temps aussi, c'était de changer la vision qu'on avait des réfugiés, en montrant la richesse qu'ils pouvaient apporter à la France. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an qu'ils sont créés, donc c'est 80 commandes, 8000 personnes servies, essentiellement des associations, des collectivités, des entreprises, pas encore les particuliers, d'où la campagne de crowdfunding d'Ulule, pour pouvoir se professionnaliser et proposer dans un premier temps des livraisons à des particuliers. Mais leur rêve, à Louis et Sébastien, c'est de créer un restaurant sur Paris. Et je terminerai par une petite phrase d'un des fondateurs qui est « Aider les Français à retrouver l'appétit de la diversité ». Super. On a parlé d'humanité, on a parlé de diversité. Voilà. Un monde dans lequel on a tous envie de vivre finalement. L'émission touche à sa fin. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la préparer. Merci Soussaba, merci Nassima. On se retrouve très bientôt avec un invité que vous allez aimer, on en est sûr. À bientôt.